un hommage, Bernard, à ton éditeur. Peut-être tu peux nous dire comment il a pris le texte, comment il a souhaité le soutenir. Il n'est pas là grâce aux grèves des cheminots. Et ton livre commence par une grève aussi, je crois. Hein. D'où la fonction de la grève, que ce soit dans nos couples ou que ce soit dans nos vies. Hein. Comme une forme de Shabbat, diraient les Juifs peut-être, la fonction de la grève. Ah, c'est les Juifs qui font grève en France en ce moment. Hein, c'est le lien qui nous vient maintenant. Ton éditeur d'une part, et puis l'autre chose, c'est une histoire, comme ça je vous raconte très courte. Elle nous est arrivée à ma femme et à moi-même à midi. On est allé manger en banlieue strasbourgeoise. On s'est perdu. On s'est perdu entre Vendenheim, Lampertheim, tout est noms en Heim. Et on trouve un restaurant à 1h de l'après-midi. Vous ne savez pas ce qui nous attendait. Et on tombe sur des gens, alors dans Black et Mortimer, on dirait des jaunes ou des citrons, dans le texte, hein, Black et Mortimer. On tombe dans un restaurant asiatique. Et on discute à un moment avec la serveuse qui parle parfaitement notre langue. Elle s'est parfaitement intégrée. Et on lui demande d'où elle vient, d'où vient papa, puisque c'est papa qui est au fourneau. Et elle nous dit, on vient du... Alors moi je suggère le Cambodge et le génocide de 75, et elle me dit 75 en effet, mais c'est le Laos. Et nous sommes des Hmong. Et alors là on tombe un petit peu des nues. Est-ce que Bernard, alors c'est pas une question caprice, mais est-ce que tu envisages un séjour au Laos-Cambodge pour partir sur les traces de ce peuple malmené qui a servi de supplétif aux Américains et qui n'a aucune place dans notre imaginaire? Tu veux que je parle de l'éditeur ou du Laos? L'éditeur avant tout. Non, parce que tu ne le sais sans doute pas, mais c'est sa grande spécialité, le Laos, à l'éditeur. L'éditeur, c'est Mark Mills, qui dirige une maison d'édition passionnante, que je ne connaissais pas avant qu'il m'édite, qui s'appelle Magellan et compagnie, qui édite essentiellement des guides de voyage alternatifs, et puis des récits de voyage. Soit des récits de voyage contemporains, comme celui-ci, soit des récits de voyage qu'il réédite. Par exemple, il a réédité le livre extraordinaire qui s'appelle « Le Juif errant est arrivé », qui est un récit de voyage d'Albert Londres, qui date de 1929, que je vous conseille vivement, publié chez Magellan et compagnie. Et puis les récits de voyage de Chateaubriand, de Flaubert, justement en Palestine. Je parle de cela parce que je les connais. Et il est lui-même écrivain, grand voyageur, et une de ses destinations préférées, c'est le Laos. Donc puisqu'il y va, je n'ai pas besoin d'y aller à sa place. Voilà pour l'éditeur. Juste pour dire que c'est mon premier livre, 10 jours en Terre Sainte. J'ai déjà écrit beaucoup de choses, j'ai même publié, mais c'était surtout des traductions, des adaptations de l'allemand ou de l'anglais, de textes de théâtre ou de textes non théâtraux, notamment Portrait juif de Ravin de Kolbel, que j'ai traduit avec Bernard Chartreux, qui a été publié à l'Arche, mais je n'avais jamais écrit de livre en mon nom propre. Et donc je connaissais strictement personne dans l'édition, et on a fait avec ma collaboratrice la plus directe, Valentine, la liste de toutes les éditions qui pourraient être intéressées par ce genre de bouquin, puis on a envoyé le manuscrit, on en a envoyé 50. Tout le monde m'a répondu négativement, mais tout le monde m'a répondu, c'était déjà pas mal. Et j'ai eu une réponse positive, assez rapidement, et c'était Mark Mills, 34 rue Ramet, Paris 18e. Et c'est devenu un ami. Et effectivement, il aurait dû venir aujourd'hui, mais son train a été annulé, et puis il ne se voyait pas faire un aller-retour juste pour le débat de ce soir. Il ne pouvait pas se permettre ça.
Donc c'est pour ça que Georges a eu la gentillesse de le remplacer au pied levé. Voilà. Conférence au Golden Walls. Le Golden Walls, c'est l'hôtel dans lequel on habitait à Jérusalem-Est, juste en face de la porte de Damas. Nous nous installons dans nos chambres. Notre hôtel, le Golden Walls, est situé juste en face de la porte de Damas, l'une des portes mythiques de la vieille ville de Jérusalem. Le temps de vider enfin mon sac, d'entrer dans mon ordinateur le code Wi-Fi de l'hôtel, de constater qu'aucune nouvelle vitale ne me vient de France et de voir l'orangeade de bienvenue qui semble être la norme dans tous les hôtels palestiniens, nous nous retrouvons dans la salle de conférence où nous écouterons tous les soirs les interventions programmées par les organisateurs. « 20h30, entre Yehuda. Premier choc, il porte kippa et barbe noire, mesure au moins 1m90 et doit peser dans les 110 kg. Il s'exprime en américain avec l'accent de Brooklyn, d'une belle voix de baryton basse qui doit faire merveille pour chanter le Kol Nidré le jour de Kippour. Il a 30 ans, en paraît 10 de plus. Preuve que la foi n'exclut pas la lucidité, il est l'un des fondateurs de l'ONG israélienne Breaking the Silence, briser le silence, dont l'objectif est de témoigner de la réalité de l'occupation dans les territoires et des pathologies qu'elle provoque chez les appelés. Notre association regroupe 900 soldats et soldates appelés sous les drapeaux entre 2000 et 2013. Ce sont surtout des militaires du rang ou des officiers subalternes. Nous filmons et diffusons leurs témoignages ainsi que les photos qu'ils ont prises pendant le service. Notre première exposition à la Knesset en 2004 a fait scandale. Elle montrait que ce qui se passe à Hébron se passe aussi partout ailleurs. Nous diffusons aussi ce matériel dans les écoles pour informer les jeunes sur ce qui les attend. Et nous organisons des visites guidées dans les territoires occupés. Nous ne roulons pour aucun parti. Notre seul objectif est de rendre compte du comportement de nos soldats pendant les 3 ans de leur service dans les territoires. C'est un miroir que nous tendons à la société qu'en tant que soldats, nous sommes censés protéger. Vous, Israéliens, vous nous avez demandé de faire le boulot et on l'a fait. Maintenant, regardez et écoutez. Voilà le prix à payer pour l'occupation. Cette violence que nous avons dû exercer en votre nom est le seul moyen de maintenir l'occupation. Si vous voulez l'occupation, vous aurez la violence. Et comme si nous étions nous aussi des citoyens israéliens, il s'agit de mettre face à eux-mêmes, il explique. Ce n'est pas parce qu'une société est muette qu'elle est sourde. Par les médias, on sait tout ça, mais bon, c'est pas vu en son inévitable, n'est-ce pas? Le sous-off qui commandait la patrouille, un peu trop zélé, a d'ailleurs été puni, non? C'est ça l'occupation, qu'est-ce que vous voulez? Aux yeux d'une armée d'occupation, tout Palestinien est un terroriste en puissance, et en niant l'humanité de l'autre, on finit par oublier la sienne. Concentré sur l'écriture compulsive de mes notes, je peine à retenir mes larmes. Ici, ça n'est pas un militant palestinien qui parle, mais un juif pieux de 30 ans qui vide son sac. Jouxtant un village palestinien situé au sud de Jérusalem se trouve une importante colonie juive, Shiloh, dans laquelle vit l'une de mes sœurs. J'étais responsable comme sergent du poste de garde séparant la colonie du village. Ce genre d'endroit s'appelle un checkpoint d'étranglement. À 6 h du matin, je reçois l'ordre de bloquer le passage. 6 h du matin, c'est l'heure où les Palestiniens se rendent au boulot. À 14 h, je prends ma pause et demande à mes chefs quel est le camarade qui va me remplacer. Personne, on me dit. Laisse passer. Quand je reviens vers 16 h, on me donne l'ordre de refermer et je maintiens le barrage pour le lever définitivement à 2 h du matin.
Pourquoi cette absurdité, je demande? C'est nous qui décidons quand ils peuvent entrer ou sortir, pour qu'ils ne sachent jamais quelles sont les règles du jeu, on me répond. Vient alors une question que plusieurs d'entre nous ont sur le bout de la langue. Comment vos proches réagissent-ils à votre engagement? Lors du vernissage de notre première exposition, mon père a observé en silence les photos et écouté les témoignages. Mon père est rabbin. On t'a vraiment fait faire des choses pareilles, me demande-t-il de l'autre bout de la salle. Je réponds oui d'un hochement de tête. Il est reparti sans un mot et dans une colère noire. J'ai perdu des amis, une bonne partie de ma famille, mais ma famille proche, Baruch Hashem, ne m'a pas abandonné. La religion juive est une religion de la loi, bien plus que de la foi. J'ai été élevé dans la transmission de cette vénération de la loi, et quel que soit mon éloignement du judaïsme et mon imperméabilité à l'idée de l'existence de Dieu, je reste profondément modelé par ce respect de la loi comme condition irréfragable de toute civilisation. Si un type comme Yehuda Shaul, dont le patriotisme et la loyauté à l'égard de son pays sont incontestables, prouve par son expérience qu'un État qui se revendique comme juif oblige sa jeunesse à se comporter de cette manière, c'est que cet État est en contradiction flagrante avec ce qui le fonde, l'idéal sioniste, les valeurs juives et la démocratie, et qu'il y a bien quelque chose de pourri dans le royaume d'Israël.